Recording in progress. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance d'information publique pour le projet du Grand Parc de l'Ouest. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes présentes en très grand nombre ce soir. Je m'appelle Sonia Dumont et je serai votre animatrice pour la soirée. D'ailleurs, en tant que facilitatrice, je m'engage à modérer la rencontre de ce soir dans un esprit d'ouverture et d'écoute.
D'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas une employée de la Ville de Montréal. Alors, prenez le temps de vous installer confortablement. Nous passerons la soirée ensemble, en fait, la prochaine heure et demie. Ce soir, je suis également accompagnée de plusieurs membres de l'équipe projet qui interviendront lors de cette séance. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter l'élu responsable des grands parcs des sports et loisirs, Mme Caroline Bourgeois, qui est également membre du comité exécutif, et elle vous présentera un mot de bienvenue très, très bientôt. Donc, bonsoir, Mme Bourgeois. D'autres intervenants du service des grands parcs, également du Mont-Royal et des sports, sont présents ce soir. Alors, ce sont Jérémy Waters, qui est chef de division. Nous avons, bonsoir, M. Waters. Nous avons également Clémentine Ederer et Jacinthe Inkel, qui sont toutes les deux conseillères en planification. Également, Mathieu Delage, qui est conseiller en aménagement. Stéphanie Giguet, qui est conseillère en aménagement également et qui a une formation de biologiste, ainsi qu'Élodie Chocu, qui est chef de section. Nous avons également Mme Sonia Thompson, qui est chef de section, conception et réalisation des projets d'ingénierie au service de l'urbanisme et de la mobilité. Ils auront l'occasion d'intervenir plus tard dans la soirée. Donc, quelques consignes. Les présentations de ce soir seront effectuées en français. Si une question est posée en anglais, elle sera lue dans cette langue, mais répondue soit en anglais, soit en français. The presentations will be conducted in French, not in English. But if a question is being asked in English, it will be answered either in French or in English. Avant d'aller plus loin, j'aimerais également vous partager des consignes et principes de base pour le bon déroulement de cette séance d'information virtuelle. Alors, sachez que nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir à ce stade-ci. Les caméras et les micros sont éteints, sauf pour moi, l'animatrice, et les intervenants de la soirée. Les questions que vous nous avez envoyées en grand nombre, une cinquantaine à l'avance au moment de votre enregistrement, donc quand vous avez complété le formulaire en ligne, ces questions seront répondues en grande partie pendant la présentation. Les autres seront soit répondues dans un document questions-réponses qui vous sera envoyé par la suite. Notez également que la fonction clavardage, discussion ou chat, tout dépendant de la version de Zoom que vous avez, est désactivée. Nous vous invitons à poser vos questions via l'outil questions-réponses. Je sais que déjà les gens ont commencé à poser les questions. Donc, questions-réponses QR ou encore QA selon la configuration de votre appareil. La séance de ce soir est enregistrée et elle sera disponible sur le site montréal.ca et je vous invite à utiliser le moteur de recherche en y inscrivant Grand Parc de l'Ouest pour pouvoir accéder à la page directement. Donc, elle y sera déposée dans les jours qui suivent cette séance et on la retrouvera également sur la page YouTube de la Ville. Seules les questions ce soir qui s'adressent à l'équipe projet et qui concernent le projet présenté seront répondues. Je sais, ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup, mais soyez rassurés, je vais vous les répéter au moment opportun. L'objectif principal de la séance de ce soir a pour but de vous présenter l'état d'avancement du projet depuis la consultation publique de 2020, ainsi que les orientations qui ont été définies pour l'avenir de ce nouveau grand parc régional. La soirée est divisée et notre programme en 3 moments forts. Donc, tout de suite après mon intervention, je céderai la parole à Mme Caroline Bourgeois, qui est l'élu responsable et qui vous donnera un mot de bienvenue. Ensuite, l'équipe de planification vous présentera l'état d'avancement du projet du Grand Parc de l'Ouest. Et après ces présentations, nous terminerons avec une période de questions d'environ 40 minutes. Alors, la soirée devrait se terminer vers 20h30. Donc, je cède immédiatement la parole pour bien débuter la soirée avec Mme Bourgeois pour le mot de bienvenue. Alors, merci beaucoup, Mme Dumont. Très, très heureuse d'être avec vous ce soir. Mesdames, Messieurs, je sais
que vous avez été nombreux là, depuis, du moins moi, mon arrivée en fonction, là, maintenant presque un an, à m'interpeller, à nous interpeller pour nous demander l'état d'avancement du Grand Parc de l'Ouest. Alors, on est très, très heureux de pouvoir, dès ce soir, vous présenter ces éléments importants qui démontrent, je pense, le fruit du travail acharné là, qui est mené par le Service des grands parcs, d'ailleurs, que je tiens à remercier. Vous allez voir ce soir des professionnels et gestionnaires très engagés qui parlent avec ce projet avec beaucoup d'enthousiasme et de passion parce que c'est un projet qui nécessairement est extrêmement porteur. Quand on parle, c'est un véritable levier pour notre métropole, pour notre île. C'est une vision ambitieuse qui côtoie aussi d'autres projets importants tels que le futur pôle nature de l'Est, de futurs corridors verts qui se déploient sur l'ensemble de notre île à travers nos quartiers. Alors, vous comprendrez quand on parle d'un parc de plus de 3000 hectares la superficie, là, parce que moi, en nombre d'hectares, souvent, j'aime ça avoir des comparables. Quand on dit 15 fois la superficie du parc du Mont-Royal, vous le savez, on l'a répété à maintes reprises, mais je pense que ça vaut la peine de le redire ce soir. Ce sera le plus grand parc de compétences municipales au Canada. Et c'est un projet d'envergure qui s'inscrit dans tout ce que fait la Ville de Montréal dans cette démarche de transition écologique. Et vous le savez, Montréal est en premier plan comme ville qui assume son leadership pour assurer la protection de nos milieux naturels, de notre biodiversité. Et je vous invite aussi à suivre les travaux. On aura beaucoup l'occasion de parler de biodiversité d'ici les prochaines semaines, puisque Montréal va accueillir la COP 15. Donc, et clairement, le Grand Parc de l'Ouest est un projet de parc d'envergure, un geste fort qui participe à tous les efforts, qui participe à toutes les actions qu'on met en place à travers le monde pour protéger notre patrimoine naturel et nos précieuses contributions au bien-être humain. Et c'est clairement un legs important pour les générations futures et un projet collectif qu'on souhaite que tous s'approprient. Alors, en parlant que tous s'approprient, je le sais que vous avez été nombreux à participer, malgré tout, en pleine pandémie en 2020, lorsqu'on devait présenter ces consultations citoyennes. Bien sûr, on avait quand même mené l'exercice de façon un peu différente, mais ce sont des milliers de contributions qui ont été émises, donc qui nous ont permis de pouvoir bien définir cette vision collective, les valeurs et aussi les principes directeurs du projet. Alors, suite à cette consultation-là, il y a eu un exercice de planification du parc qui a été élaboré par le Service des grands parcs du Mont-Royal et des sports, et ces orientations d'aménagement ont été formulées pour définir l'avenir de ce nouveau grand parc, et c'est la base de la discussion que nous souhaitons vous partager aujourd'hui. Alors, je le répète, merci d'être aussi nombreux, nombreuses à être avec nous ce soir, à nous avoir soumis les questions. C'est pas la fin aujourd'hui, c'est une continuité des consultations qui ont déjà été menées, de la poursuite de ce travail-là qui, on va se le dire, c'est un grand projet transformateur qui va s'échelonner, oui, sur plusieurs années, mais qui assurera certainement un legs important pour notre collectivité à Montréal. Alors, merci énormément d'être présent et au plaisir d'échanger avec vous. Merci. Merci infiniment, Madame Bourgeois, pour ces beaux mots d'introduction. Ça met bien la table pour la séance. Et avant de poursuivre justement avec la présentation officielle du projet, voici d'abord une courte vidéo d'introduction sur le projet du Grand Parc de l'Ouest et de son territoire. Situé dans l'ouest de l'île de Montréal, avec une superficie de 3000 hectares, le Grand Parc de l'Ouest a le potentiel de devenir le plus grand parc de compétences municipales du Canada. Il regroupe les 5 parcs nature de l'ouest de l'île de Montréal, en plus de différents secteurs d'intérêt répartis sur les territoires de 2 arrondissements et de 4 villes liées. C'est un ambitieux projet collectif qui confirme l'importance de protéger les milieux naturels et la biodiversité. L'objectif est, oui, de rendre accessible aux gens des espaces naturels par un réseau de plein air, 4 saisons, mais aussi de protéger la biodiversité qui est remarquable dans le secteur-ci de l'ouest de l'île. Entre autres, on a des forêts, des rivières, des milieux naturels, des milieux hydriques qui jouent un rôle important dans la conservation des écosystèmes, surtout dans un contexte de transition écologique.
Ce parc d'envergure régionale est un projet concret qui contribue à accroître la résilience de Montréal face au changement climatique. La création du Grand Parc de l'Ouest est un geste durable d'une ampleur sans précédent qui constitue un legs important pour les générations futures. Alors, nous allons maintenant, dès à présent, poursuivre avec la présentation. Donc, je vais céder la parole à l'équipe du projet pour la présentation. Donc, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Merci Sonia pour l'introduction. Merci Madame Bourgeois. Merci à vous tous d'être présents ce soir. Je dois dire que c'est avec beaucoup de fébrilité qu'on vous présente le projet, l'état d'avancement de notre planification. Vous allez voir, je vais présenter une partie de la présentation. Ensuite, Clémentine va poursuivre et par la suite, ce sera Mathieu. Donc, on est les trois à travailler sur ce projet-là. Sur la planification, mais on a vraiment une grande équipe autour de nous là, qui nous accompagne dans ce grand projet. Donc, sans plus tarder, allons-y avec quelques éléments de mise en contexte avec la présentation qui devrait apparaître sous peu. Alors, commençons avec la localisation de ce grand parc-là. Donc, la carte que vous voyez à l'écran, c'est une carte de Montréal. Vous pouvez voir le Grand Parc de l'Ouest dans le rectangle rouge. Donc, c'est en partie situé sur l'île Bizarre et sur l'île de Montréal. Maintenant, à une échelle un peu plus précise, on voit encore une fois les terrains qui composent le Grand Parc de l'Ouest. Ce sont les terrains en blanc et en bleu. Et les terrains en bleu, ce sont les terrains qui appartiennent à la ville de Montréal. Donc, on peut voir que c'est un très grand territoire. Ça chevauche 2 arrondissements, soit l'île Bizarre, Sainte-Geneviève et Pierrefonds-Roxborough, ainsi que 4 villiers, donc le village de Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue, Kirkland et Beaconsfield. C'est aussi un territoire qui comporte de nombreux secteurs qu'on a mis sur la carte pour vous aider à vous situer. Donc, si on part au sud de Montréal, on retrouve le secteur John Abbott. Par la suite, le campus McDonald de l'Université McGill, l'Arboretum Morgan. Ensuite, on tombe majoritairement dans des secteurs qui appartiennent à la ville de Montréal, donc le parc agricole du Bois-de-la-Roche, le Cap-Saint-Jacques, Pierrefonds-Ouest, et si on continue vers le sud, on retrouve l'Anse-à-l'Orme et de l'autre côté de l'autoroute 40, on a le Bois-Angèle. Si on fait le même exercice à l'île Bizarre, en partant également du sud, on retrouve le secteur de la Pointe-Théoret. Ensuite, on a 3 grands golfs, le parc nature du Bois de l'île Bizarre et finalement, à l'est complètement, on a le parc nature des Rapides du Cheval-Blanc. Donc, quelques faits saillants sur ce territoire-là. Donc, je pense que la notion d'envergure, elle a été mentionnée déjà à quelques reprises. Donc, un très grand territoire, c'est près de 3000 hectares. Donc, c'est très grand. C'est même plus grand que certains arrondissements montréalais. Donc, c'est un fait qui contribue là, à l'unicité de ce projet-là. Également, on a la présence à l'île Bizarre du projet de paysage humanisé. Donc, bien que ce soit un projet distinct du Grand Parc de l'Ouest, les 2 projets s'inscrivent dans un objectif de protection des milieux naturels. Et certains territoires se superposent ou se chevauchent. Donc, une partie du paysage humanisé fait également partie du Grand Parc de l'Ouest. La prochaine caractéristique clé à retenir, c'est le fait que la Ville de Montréal est uniquement propriétaire que de 40% du territoire. Donc, la balance, elle appartient à des grands propriétaires fonciers, des institutions, des cimetières, des golfs, donc une foule de grands propriétaires. C'est aussi un parc qui inclut 5 parcs nature existants, donc c'est aussi un fait à se rappeler. Là. Donc, bien qu'on travaille à élaborer une vision pour l'ensemble de ce territoire-là, il faut quand même rappeler que ça englobe déjà 5 parcs nature et que certains d'entre eux offrent déjà des activités, une certaine programmation et sont accessibles à la population. Donc, on travaille sur une vision d'avenir, mais gardez en tête que le Grand Parc de l'Ouest existe déjà et est même déjà accessible. Également, prochain fait saillant, c'est le fait, comme j'ai mentionné
précédemment qu'on soit sur 2 arrondissements et 4 villiers. Et finalement, on va pouvoir compter à terme sur la desserte de 5 futures gares du REM. Donc, ce sont les points bleus ou verts là, que vous voyez à l'écran qui identifient la localisation de ces futures stations. Donc, à terme, là, on va pouvoir compter sur une accessibilité et une mobilité améliorée pour ce secteur de la Ville de Montréal. Et finalement, dernier fait saillant, c'est la présence de la zone agricole permanente. Donc, ça représente environ 50% de la superficie du parc. Donc, sur la carte, vous pouvez, c'est avec la texture picotée que vous pouvez retrouver la zone agricole permanente. Donc, on a la présence d'une agriculture sur ce territoire-là depuis de nombreuses générations et ça vient vraiment donner une couleur ou participer là, à l'identité de ce territoire. Ça participe vraiment à rendre ce parc-là unique, la présence de cette agriculture. Donc, il y a déjà plusieurs étapes qui ont été franchies en vue de la concrétisation du Grand Parc de l'Ouest, à commencer en 2019 avec l'adoption d'un règlement de délimitation. En 2020, on a tenu la consultation citoyenne dont on va voir rapidement certaines conclusions à la prochaine diapo. En 2021, on a travaillé nos orientations, donc tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, on l'a travaillé en 2021, tout ce qui est la vision, les objectifs, les grands chantiers, ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et cette année, on est en démarche de concertation avec les parties prenantes internes et externes parce que, comme vous allez voir, on a une vision qui est très ambitieuse pour l'ensemble de ce territoire-là et on souhaite la co-construire avec l'ensemble de nos parties prenantes. Donc, cette année, nous sommes en démarche de concertation et l'activité de ce soir, ça s'inscrit dans cette démarche de concertation. Également, en 2023, on souhaite travailler davantage sur le volet de mise en œuvre de notre stratégie de mise en valeur. Donc, dès l'année prochaine, on va réfléchir davantage aux actions, aux projets à mettre de l'avant, aux outils de mise en œuvre également à concrétiser pour nous aider là, dans notre grand projet. Et en parallèle à toutes ces étapes, à ces démarches, on est en continu là, en consolidation du territoire, donc soit par des acquisitions ou la conclusion d'entente selon les opportunités qui se présentent à nous. Donc, rapidement, revenons sur la consultation citoyenne de 2020. Donc, il y avait eu plusieurs activités qui avaient été organisées. Ça s'est déroulé de manière 100% virtuelle. Je pense que ça a été une des premières à Montréal à être en mode complètement virtuel. On avait eu un bon taux de participation des utilisateurs, des usagers, des résidents, différents groupes d'intérêt avaient participé. Donc, on avait eu un bon taux de participation. Il y avait même des gens de l'extérieur de l'île de Montréal qui avaient participé. Donc, ça a été une belle démarche de consultation. Et la démarche elle a permis d'identifier des valeurs collectives qui étaient importantes pour les gens consultés. Donc, ce sont les valeurs dans le cercle à gauche de l'écran que vous voyez. Et la valeur qui est ressortie de manière la plus importante, dans le fond, c'était le respect de la nature. Finalement, il y a une synthèse en 6 grands thèmes qui a été préparée sur les thèmes de la biodiversité, des activités, de l'agriculture, de l'accessibilité, du patrimoine et des apprentissages. Donc, cette synthèse-là est disponible sur le site de Réalisons Montréal si vous souhaitez en savoir davantage. Donc, je laisse maintenant la parole à Clémentine pour la suite. Merci Jacinthe. Bonjour, donc Clémentine Edrer, conseillère en planification et urbaniste au service des grands parcs. Donc pour ma part, je vais continuer la présentation qui va s'afficher à l'écran pour vous partager les orientations, c'est-à-dire le contenu de la stratégie de mise en valeur qui fait l'objet de la présente rencontre et surtout pour laquelle nous attendons vos réactions. Tout d'abord, les fondements, c'est ce qui a nourri donc la planification. Comme l'a dit Madame Bourgeois, on a vraiment réalisé un énorme travail dans la dernière année et suite à la consultation publique, donc qui constitue finalement l'essence du projet, on a ensuite rassemblé un certain nombre d'informations, de documents et d'éléments
qui avaient lieu à la fois sur le territoire par le passé et aujourd'hui. Donc tout d'abord pour la consultation, il y avait celle de 2020, mais il y en avait eu certaines aussi par le passé, en 2012, en 2017, sur des enjeux du secteur. On a aussi regardé les différents alignements stratégiques. Donc ce qu'on appelle par alignement stratégique, c'est les documents de planification et d'orientation qui existent sur le territoire, qui sont donnés pour la ville de Montréal, comme le plan stratégique Montréal 2030, ou le plan vélo, le plan climat, ou la stratégie d'agriculture urbaine. On a regardé aussi les projets qui avaient lieu à la fois en cours sur le territoire, mais aussi qui étaient projetés dans les futures années, notamment le projet connu du REM, le plan directeur, par exemple, du campus McDonald, qui est mené actuellement par l'Université McGill, la mise en œuvre du paysage humanisé ou des projets menés par d'autres services comme le projet du lien de l'Ouest. Et enfin, on a aussi regardé l'ensemble des études qui avaient été menées par le passé et qu'on a aussi menées très récemment sur des éléments, donc la biodiversité, l'archéologie, le potentiel agricole, la mobilité, l'histoire, bref, on a vraiment réalisé un énorme diagnostic, croisé les informations sur comment réunir une vision cohérente pour ces 5 parcs nature et pour ces 30 km² qu'on souhaitait donc rassembler derrière une seule vision. La vision d'aménagement qu'on présente aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de la stratégie de mise en valeur. C'est la trame narrative du Grand Parc de l'Ouest et c'est ce qu'il est amené à devenir dans le futur. Elle se décrit comme suit: le Grand Parc de l'Ouest à la découverte d'un territoire vivant et collectif. Donc c'est une vision ambitieuse qui vise à s'étendre sur l'ensemble du territoire du Grand Parc de l'Ouest. Et puis on a, pour accompagner cette phrase, parce qu'elle ne suffisait pas à décrire tout ce qu'on souhaitait à ce que le Grand Parc de l'Ouest devienne, donc on a fait un petit symbole pour illustrer un peu la rôle de l'humain et ce lien avec la nature, le côté rayonnant donc du Grand Parc de l'Ouest, et puis avec un nuage de mots qui exprime donc les différents éléments de l'identité du Grand Parc de l'Ouest, donc un lieu d'apprentissage, de proximité, une destination d'évasion, d'envergure, une terre résilience, nature, un lieu de savoir-faire, une terre fertile. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qu'exprime la vision d'aménagement. Ensuite, pour guider cette vision, on s'est doté de lignes directrices qui visent à assurer la cohérence des interventions. Donc c'est vraiment la feuille de route, le cadre du Grand Parc de l'Ouest. Elle se décline en 3 axes. Tout d'abord, protéger les patrimoines naturels et culturels, donc la nature, sa richesse, sa biodiversité, sa faune, sa flore, ses espèces protégées. Ensuite, cultiver l'innovation par une agriculture durable. On veut donc dépasser l'agriculture conventionnelle par une agriculture plus diversifiée, respectueuse des milieux naturels. Et enfin, offrir des expériences inclusives et collectives aux citoyens, usagers, mais aussi aux populations plus vulnérables et avec des parties prenantes. Alors, je vais passer les 3 axes plus en détail. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de contenu sur ces diapositives. Je vais prendre le temps de les lire. Donc, chaque axe se décline en différentes stratégies d'intervention et chaque stratégie en plusieurs objectifs. Donc, protéger les patrimoines naturels et culturels. Préservation des milieux naturels. Tout d'abord, on vise à augmenter la superficie des milieux naturels protégés, à maintenir et restaurer l'intégrité des écosystèmes et de la biodiversité, comme par exemple, on sait que la tortue géographique est présente sur le territoire, et enfin, consolider la connectivité des habitats, notamment les corridors écologiques. Ensuite, la sensibilisation des usagers à la fragilité des écosystèmes. On vise à améliorer la communication pour une utilisation responsable, sécuritaire et respectueuse du parc. Donc, davantage miser sur une meilleure sensibilisation du public. Enfin, valorisation des composantes identitaires. On souhaite mettre en valeur les paysages agricoles et participer à la pérennisation de cette vocation agricole donc unique, comme on l'a dit, sur Montréal. Requalifier et occuper les bâtiments vacants ou sous-utilisés qui existent notamment au Cap Saint-Jacques, au Bois de la Roche. Mettre en valeur et diffuser les connaissances historiques, culturelles des lieux et des peuples autochtones. Pour le 2e axe, cultiver l'innovation par une agriculture durable. La première stratégie est un soutien à une production agricole donc
innovante. Ça, on l'a vraiment dit, c'est un enjeu très important pour nous de dépasser l'agriculture conventionnelle. Tout d'abord, par remettre en culture 30 hectares supplémentaires, favoriser l'adoption de pratiques agricoles durables et appuyer l'augmentation de la production. Enfin, on vise la multiplication des retombées solidaires pour encourager la synergie et la mutualisation des ressources entre les partenaires agricoles, inciter à l'occupation des terres agricoles et rapprocher le consommateur et le producteur. Enfin, dans le troisième et dernier axe, offrir des expériences inclusives et collectives. On vise la diversification des activités et des clientèles, donc diversifier les activités qui existent, en offrir davantage, développer une offre d'activités éducatives, comme on le voit un peu sur le dessin avec la classe, proposer des expériences d'envergure tirant profit des grands espaces, qui là aussi caractère unique à Montréal. Ensuite, on vise l'amélioration de l'accessibilité aux activités et aux services récréotouristiques. Les objectifs sont d'ouvrir au public des secteurs non aménagés, générer une croissance des déplacements en transport actifs et collectifs, notamment en misant sur l'arrivée du REM, et augmenter les lieux de contact avec l'eau. Et enfin, dernier mais non des moindres, la participation collective au développement. On souhaite faire rayonner le Grand Parc de l'Ouest à l'échelle nationale, accroître l'adhésion et le sentiment d'appartenance et mettre à profit le milieu philanthropique. Donc, ce qui conclut déjà le contenu un peu dense des lignes directrices. Puis sachez que la présentation est enregistrée, donc pourra être réécoutée pour rentrer plus en détail et retenir ces éléments. Enfin, donc pour illustrer plus cartographiquement comment ces lignes directrices, ces grandes vocations visent à prendre forme sur le territoire, nous avons souhaité réaliser un plan concept qui se veut volontairement schématique, conceptuel, dessiné, crayonné, pour témoigner de son aspect justement conceptuel, puis préliminaire, parce qu'évidemment, témoigner de grandes orientations comme ça, c'est assez complexe d'un point de vue cartographique. Cet exercice nous a mené à identifier donc des pôles principaux, donc le pôle nature, qui est le bois de l'île Bizarre, le pôle identitaire, qui est le Cap Saint-Jacques, et un multipôle agricole qui se décline à Pierrefonds-Ouest, Bois de la Roche et Campus McGill. Ensuite, on a un réseau de liens intérieurs pour connecter les différents secteurs et extérieurs pour rendre davantage accessible le territoire. Et enfin, on voit comment les trois axes que je vous ai présentés, protéger, cultiver, offrir, viennent prendre forme sur le territoire. Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce que la vocation dominante et future pourrait être pour les différents secteurs? Par exemple, dans le secteur de l'Arboretum Morgan, on voit que c'est une tâche plus verte où l'axe protégé, puis les différentes stratégies que j'ai présentées prennent forme sur le territoire. Au Bois de la Roche, c'est l'axe cultivé, ou au pôle nature du Bois de l'île Bizarre, c'est l'axe offrir. Maintenant, les vocations qu'on présente ici ne sont pas exclusives. Elles sont évidemment interconnectées. On l'a vu aussi dans les sections, les éléments protégés, cultivés, offrir s'entrecroisent. Donc, ça se veut davantage une vocation dominante, mais ça n'exclut pas les deux autres. Voilà, donc ce qui conclut la présentation du contenu des lignes directrices. Puis, je passe la parole à Mathieu Delage pour la suite. Merci Clémentine. Oui, bonsoir à tous. Mathieu Delage. Donc, je vais vous présenter les 10 grands chantiers qui se veut la conclusion là, des orientations et puis qui se veut aussi être le cadre là, qui nous approche un peu plus de la mise en œuvre et des projets qui seront identifiés dans les étapes subséquentes là, que j'essaie de te présenter au début. Donc, le volet mise en œuvre va beaucoup s'appuyer sur ces 10 grands chantiers. Si on peut les afficher, s'il vous plaît, merci. Oui, voilà. Donc, en fond, ces 10 projets qui se veulent transversaux qui visent à répondre à un ou plusieurs objectifs là, des lignes directrices que Clémentine a présentées. On va vous les passer là, un à un. Ça vous donne aussi un aperçu là, vers quel type de projet on veut aller. Donc, le premier, c'est le Grand Sentier ininterrompu, un tracé qui continue, là, qui relie les différents secteurs du parc. Donc, il y a déjà un réseau de sentiers accessible dans certains secteurs, mais ce projet-là ou ce grand chantier-là se veut une espèce de colonne vertébrale là, ou un réseau principal d'un sentier
qui va nous permettre de traverser les 30 km² de ce grand territoire-là par différents moyens, par différents usages, puis un sentier qui se veut aussi 4 saisons pour découvrir aussi l'étendue du territoire. Le deuxième grand chantier, c'est une expérience riveraine des lieux offrant un contact direct avec l'eau. Donc, un élément caractéristique aussi du Grand Parc de l'Ouest, il y a un bon nombre de kilomètres de rives, donc des accès à l'eau, des pôles d'activité nautique, des vues, la seule rivière aussi à Montréal qui est présente, la rivière de l'Anse-à-l'Homme, donc mise en valeur de tout ce qui a trait à l'expérience riveraine. Troisième grand chantier, celui des pôles d'accueil dynamiques, donc des portes d'entrée qui accueillent, orientent les usagers pour mettre en valeur les ensembles patrimoniaux. Donc, Clémentine parlait de miser sur les bâtiments existants, les requalifier, les occuper. Donc, certains pôles d'accueil sur lesquels on va vouloir miser pour en faire des portes d'entrée vers le Grand Parc de l'Ouest et un réseau aussi de haltes et de seuils là, pour se connecter finalement au réseau de sentiers, aux activités qui se déploient sur le territoire. Quatrième grand chantier, celui des parcours panoramiques conviviaux, donc des déplacements qui misent sur l'expérience paysagère. Il y a certaines rues d'importance, voies publiques qui traversent le Grand Parc de l'Ouest. Donc, on va en faire des lieux plus sur l'expérience paysagère, développer aussi une offre de mobilité. Ça rappelle aussi l'étendue du territoire. Donc, comment, une fois qu'on se rend sur le Grand Parc de l'Ouest, comment on peut, après ça, avoir une expérience de mobilité diversifiée pour parcourir le territoire. Après ça, cinquième grand chantier, c'est celui de l'offre d'activités et d'hébergement distinctive, donc une programmation inédite qui offre des séjours longue durée. Là, encore une fois, dans ce grand chantier-là, on veut imaginer cette programmation-là qui est distinctive pour le Grand Parc de l'Ouest, comment on peut vivre une expérience sur plusieurs jours. Cet été, justement, on a testé un projet pilote de camping. Donc, c'est des éléments qu'on veut qu'on relie aussi à l'expérience de visite d'envergure et disons de longue durée. Sixième grand chantier, c'est celui de la démarche pour la préservation de la nature et de son patrimoine. Donc, toutes des actions qui sont actions ambitieuses, collectives pour un territoire plus résilient. Donc, comment on développe des différents outils de protection, des plans de conservation de la nature, de la gestion écologique des différents habitats pour en créer un vaste réseau écologique. Et le sixième, donc plus en lien avec l'agriculture, donc c'est celui des terres et un patrimoine agricole accessible, le développement d'une agriculture productive, diversifiée, solidaire, donc des projets diversifiés selon les différents pôles, plus à vocation agricole, comment on peut mieux faire connaître aussi ou rendre accessible cette agriculture-là sur l'île de Montréal. Le huitième, une expertise en agriculture durable. Donc, c'est un laboratoire pour expérimenter, apprendre, pratiquer une agriculture durable. Donc, c'est aussi un exemple de grand chantier qui fait appel aussi à la collectivité ou à des organisations, des institutions qui pourraient justement se servir du Grand Parc de l'Ouest comme un levier pour développer cette expertise-là en agriculture durable. Ensuite, le neuvième grand chantier, donc une image de marque reconnue, une identité forte pour faire rayonner le parc à l'échelle nationale. Donc, dans ce grand chantier-là, on veut travailler sur l'identité du Grand Parc de l'Ouest. C'est peut-être encore un petit peu méconnu des Montréalais ou du public. Donc, on veut travailler en développer comme un des icônes là, du réseau des grands parcs qui soit connu et qui soit un produit aussi, un produit disons, d'appel touristique, si on veut. On a fait un clin d'œil à l'image sur le Mont-Royal, donc comment le Grand Parc de l'Ouest peut aussi être appelé à être connu au même titre que d'autres grands parcs là, dans le réseau des grands parcs. Et finalement, le 10e grand chantier, c'est celui des partenariat stratégique, donc ça fait appel aussi à la vision collective là, du Grand Parc de l'Ouest. Dans ce grand chantier-là, on veut collaborer avec les différentes parties prenantes intéressées au Grand Parc de l'Ouest pour révéler cette intelligence collective puis réaliser la transition écologique. Donc, c'est dans ce grand chantier-là aussi, on fait appel à la collectivité. Puis, donc, c'est en lien aussi avec la démarche qu'on a tenue cette année, là, la grande démarche de concertation, dont ce soir est une des activités, mais donc
Donc, c'est dans cette philosophie-là aussi qu'on veut développer, là, imaginer les projets qui vont composer le plan d'action qu'on veut faire l'année prochaine. Donc, là-dessus, je vais redonner la parole à Jacinthe, là, justement, pour les démarches en cours et les prochaines étapes là, pour le projet. Merci, Mathieu. Alors, les démarches en cours qu'on va voir une fois que la présentation va revenir, bien, en gros, c'est la démarche de concertation. On l'a déjà mentionné à quelques reprises déjà. Ça a été un élément clé de notre année. Donc, à ce jour, on a identifié plus de 150 parties prenantes qu'on peut catégoriser dans les bulles que vous voyez à l'écran. Donc, on a vraiment un grand bassin de partenaires ou profils diversifiés. Et on va chercher à mettre de l'avant ces collaborations-là pour concrétiser notre vision ambitieuse, parce que comme vous l'avez vu, la Ville de Montréal ne sera pas en mesure de prendre en charge l'ensemble du développement du Grand Parc de l'Ouest. On souhaite mettre à profit nos partenaires. Donc ça, c'est vraiment un portrait là, que vous voyez à l'écran de l'ensemble de nos parties prenantes. Donc, les objectifs de notre démarche de concertation cette année, c'était de partager et bonifier la vision, les orientations. Donc, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, on souhaite avoir vos commentaires. C'est ce qu'on a fait pendant toute cette année. On a présenté ce même contenu afin qu'on puisse bonifier et avoir un projet là, qui est concerté. On souhaite faire le même exercice l'année prochaine avec le plan d'action. Donc, on va chercher à le partager et à le bonifier avec les parties prenantes. Et finalement, notre troisième objectif, c'est d'identifier des partenaires de réalisation potentielle. Donc, cette année, notre démarche, toutes les activités qu'on a mis de l'avant, dans le fond, là, dans le cadre de notre démarche de concertation, bien, ça a pris forme via des rencontres individuelles qu'on a commencé au printemps. On a tenu des présentations de groupe durant l'été et l'activité de ce soir, bien, ça s'inscrit également dans cette démarche de concertation. Donc, on arrive bientôt à la fin de la présentation. C'est la dernière diapo et on souhaite un petit peu mettre la table pour les prochaines actions. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour 2023? On souhaite tenir des ateliers de travail à l'hiver. On va également compléter le volet 1 de la stratégie. Donc, on va mettre à jour les orientations selon les commentaires qu'on a reçus. On va faire le même exercice avec le plan d'action. On va partir des grands chantiers que Mathieu vous a présentés. On va venir les détailler. On va venir identifier des projets, des actions à mettre de l'avant pour concrétiser ces grands chantiers-là. Et également, on va venir préciser les outils de mise en œuvre, donc toutes les questions reliées au financement, reliées aux mécanismes de collaboration également. On va venir les préciser en 2023. Donc, ça conclut la présentation sur le contenu de la stratégie de mise en valeur. Si vous souhaitez demeurer informé du projet, on vous invite à consulter les pages du Grand Parc de l'Ouest sur Réalisons Montréal et montréal.ca. Et au besoin, on est aussi, vous pouvez contacter directement l'équipe de projet via l'adresse courriel grandparcouest@montréal.ca. On pourra vous partager cette adresse-là par la suite pour que vous puissiez entrer en contact avec nous. Donc voilà, ça conclut. Sonia, je te redonne la parole pour la période de questions. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à Jacinthe, Mathieu et Clémentine pour la présentation. Donc, nous voici rendus maintenant à la période de questions-réponses. Et avant de commencer, je vais nous rappeler certaines règles inhérentes au bon fonctionnement de cette partie de la rencontre. Alors, je nous invite tous et toutes à participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture aux idées des autres, en respectant également les opinions des autres. Merci de limiter votre intervention à une question et à une sous-question sur le même sujet pour permettre à tous d'intervenir. Et les questions dont le sujet a déjà été abordé seront considérées comme ayant été répondues. Sachez également que seules les questions en lien avec le projet présenté ce soir seront considérées. Alors, pour poser votre question, on vous propose deux façons de faire. D'abord, verbalement, en utilisant l'outil « Levez la main » que vous voyez au bas de votre écran, c'est la petite main.
Donc, je vous donnerai à ce moment-là la parole et vous devrez activer votre micro. Vous pouvez également utiliser le module questions-réponses ou Q&A, dépendant de votre appareil, et que vous avez également au bas de l'écran. Et déjà, vous avez été plusieurs à poser des questions par écrit. Je vais alterner entre les questions à main levée et les questions par écrit. Je vais lire les questions quand elles sont écrites, bien évidemment, et j'inviterai l'intervenant ou l'intervenante concernée à y répondre de façon concise. Alors, les intervenants vont faire de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes en 1 à 2 minutes. Par contre, il est possible qu'il ou qu'elle ne soit pas en mesure de vous donner toute l'information ce soir. Peut-être qu'ils auront ou qu'elles auront à chercher l'information. Alors, si c'est le cas, nous allons prendre votre question et nous y répondrons dans un document qui vous sera partagé plus tard par courriel et qui sera également déposé sur le site Internet du projet. Alors, je vais débuter dès maintenant. Donc, je vais commencer avec, j'ai déjà des questions écrites, puis je vois que j'ai une main levée. Donc, je vais commencer avec une question écrite de Madame Dominique Fortin. Donc, Madame Fortin qui se demande combien de personnes, vous avez présenté la démarche des intervenants, vous avez déjà parlé du nombre de personnes qui ont participé à la consultation, donc la réponse a déjà été donnée. Mais peut-être que ça demande des précisions. Donc, combien de personnes ont participé à la consultation en 2020? Donc, je ne sais pas si Mathieu pourrait peut-être préciser. Je sais que tu as donné beaucoup d'informations quand même, Jacinthe. Je peux débuter, oui, la réponse. En fait, la réponse la plus complète, ça serait d'aller directement dans le rapport de consultation qui est en ligne, là, mais de mémoire, c'est qu'on a eu plusieurs activités aussi tout au long de la consultation. Donc, on a eu une boîte à idées sur IASO Montréal. Il y a eu, je pense, 600 contributions, une trentaine d'organismes qui ont participé à des ateliers virtuels. Puis, on a eu un sondage très populaire aussi, 4000 quelques répondants. Là, donc, c'est dur de chiffrer combien de personnes ont participé, mais c'est qu'il y a eu plusieurs activités, donc des participations variables. Là, mais en gros, on peut dire que ça a été assez populaire, puis quand même un succès là, de participation. Là. Bien, parfait, merci, ça précise bien. Donc, plusieurs activités différentes, plusieurs participations, plusieurs contributions de différentes façons. Merci beaucoup, Mathieu. On a une question de Mme Marie-C. Scholl qui se demande, donc en fait, elle pose 2 questions. C'est en lien avec la délimitation du territoire. Donc, pourquoi les parcs du Bois de Liesse et Bois de Saragui n'ont pas été compris dans le projet du Grand Parc de l'Ouest? Donc, ça, c'est sa première question. Donc, pourquoi le Bois de Liesse et le Bois de Saragui n'ont pas été compris? Deuxième, qu'est-ce que ça implique pour les golfs de l'île Blizzard d'être compris dans ce Grand Parc de l'Ouest? Peut-être que Jérémy aurait des éléments de réponse. Oui. On va dire l'île Blizzard et pas l'île Blizzard. On n'est pas encore l'hiver, là, donc on va se laisser une petite chance pour le moment. Blizzard, désolé. En fait, la première question sur le Bois de Liesse et le Bois de Saragui, ce qui explique leur non-présence, c'est que c'est très, très éloigné géographiquement du reste du territoire visé par le Grand Parc de l'Ouest. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été compris dans cet ensemble-là. Pour l'autre question sur les golfs, ce qu'il faut comprendre, là, puis par la bande, je pense que ça va répondre à d'autres questions sur les acquisitions, c'est que pour que le service des grands parcs puisse déployer ses outils, quand je parle d'outils liés à des acquisitions, des ententes pour fin de parc avec des tiers, on doit comprendre les terrains dans la délimitation du parc. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est de procéder à des acquisitions par opportunité, parce que c'est un portefeuille d'opportunités. L'objectif ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la ville, notre objectif n'est pas d'aller exproprier les gens pour fin de parc, les propriétaires privés. Donc, par exemple, pour les golfs, ce que ça peut vouloir dire, un très bon exemple à l'île Blizzard, c'est que dans les dernières années,
Par exemple, on a conclu une entente qui nous a permis d'acquérir plus de 10 hectares d'un terrain appartenant à l'un des golfs. S'il n'avait pas été compris dans la délimitation, jamais on n'aurait pu arriver à cette entente-là. Par la bande, je vais tenter de répondre à une autre question qui était liée aux acquisitions que j'ai vu passer. Là. Les acquisitions se font dans différents secteurs du Grand Parc de l'Ouest. On a acquis depuis le début du projet, en 2019, plus de 200 hectares qui se répartissent autant à l'île Bizarre, à Senneville, à Sainte-Anne-de-Bellevue et à Pierrefonds. Donc, on a touché à beaucoup de secteurs différents du Grand Parc. Ben, merci. Je pense que ça répond à la question de Mme Scholl et aussi, on avait une autre question de M. Lauzon. Je pense que ça répond par ricochet aussi à sa question sur les acquisitions. Je dirais avec la main levée, je suis désolée, j'ai que votre prénom, j'ai un Guillaume qui a la main levée. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro et à poser votre question. Guillaume qui a la main levée. Ah, OK. On vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, je vous invite à poser votre question. Merci beaucoup. Moi, je suis un résident de Pierrefonds. Je vais régulièrement marcher dans la forêt, dans le secteur de l'Anse-à-l'Orme. Ma question concerne à la protection de la forêt dans ce secteur. Il y a des propriétés privées qui jouxtent à la forêt. Et le sentier passait dans la forêt, mais dernièrement, on a l'impression que le sentier passe sur le terrain privé de quelqu'un parce que la forêt a été défrichée à cet endroit-là, comme si la personne a augmenté le territoire de sa propriété dans le parc de l'Ouest. Je voulais savoir comment vous allez protéger le parc dans ce secteur-là et s'assurer que, dans le fond, qu'il y ait une bonne cohabitation entre les citoyens de ce secteur-là et les usagers du Grand Parc de l'Ouest. Est-ce qu'il y aurait des éléments de réponse? Jérémy, peut-être? En fait, je vais tenter d'y répondre. Ce que vous nous dites là, c'est un cas qui m'apparaît très spécifique. C'est sûr qu'on a des équipes qui gestion, comme il y a des parcs qui étaient déjà existants, donc il y a des équipes de déployer sur le territoire. Il ne faut pas hésiter à signaler à la ville, puis nous envoyer aussi ce qui aide. Là, souvent, c'est un petit Google Map avec un point qui identifie la zone qui peut être problématique. Ça va nous permettre de faire la vérification. C'est certain qu'un terrain, ce qu'il faut comprendre, c'est privé qui est compris dans le Grand Parc de l'Ouest. La ville n'a pas de juridiction dessus. C'est-à-dire, je reviens sur le potentiel que ça nous offre, les opportunités que ça nous offre de signer une entente, par exemple, avec un tiers pour fin de parc, mais un privé, ça ne l'empêche pas de faire des travaux, ça ne change pas le zonage, ça ne l'empêche pas de poursuivre ses activités qu'il y avait déjà. Donc, si c'était fait en légalité, par exemple, le défrichage, dans cet exemple-là, ça sert à son terrain, il est en droit de le faire si elle est permis, évidemment, son arrondissement ou de sa ville qui l'autorisent. Donc, là-dessus, il faudrait voir, c'est beaucoup du cas par cas. Donc, je vous invite à nous contacter de manière plus spécifique. Et quand tu dis contacter, Jérémy, c'est au Grand Parc, à l'adresse grandparcouest@montréal.ca, c'est bien ça? Ça peut être ça. Sinon aussi, au niveau des infractions aussi, ça peut être via le 3-1, le policier. OK, merci beaucoup. Je vais vous contacter parce que justement, ça fait partie du territoire du Grand Parc de l'Ouest et ça me préoccupe. Oui. Bien, merci beaucoup pour votre question, Guillaume. Je suis désolée, je n'ai pas votre nom de famille, donc je vais vous appeler Guillaume. Donc, je vous invite encore, bien évidemment, à lever votre main si vous avez des questions. Je n'ai pas de main levée, donc je vais retourner aux questions écrites. J'en ai une de Zeneb Ayed qui se demande, en fait, qui observe, selon la carte présentée, la pointe Théoret est dans la zone agricole. Est-ce bien le cas? Donc, est-ce que la pointe Théoret se trouve en zone agricole? Peut-être que Jacinthe aurait des éléments de réponse?
Oui, c'est exact. Le secteur de la Pointe-Théoret est situé dans la zone agricole permanente. Merci. Donc, vous aviez bien vu Zéneb. On a une autre question de Marie Séchol. Cette fois-ci, je vais bien dire l'île Bizarre. Donc, comment comptez-vous changer les pratiques agricoles conventionnelles qui prédominent à l'île Bizarre? Donc, peut-être Jacinthe de nouveau? Oui, je vais fournir des éléments de réponse. En fait, c'est une très bonne question qu'on se pose nous aussi. Notre vision qui concernait, que Clémentine nous a présentée concernant l'agriculture, c'est vraiment une vision d'agriculture durable, respectueuse des milieux naturels. Donc, l'idée, c'est qu'on travaille, qu'on encourage les producteurs à adopter des pratiques agricoles durables. Ensuite, comment que cela va se faire? Est-ce que ça va être via des programmes ou l'offre de soutien technique ou tout ça est à définir, mais c'est sûr que le comment qu'on veut encourager nos partenaires là, agricoles à adopter ces pratiques-là, ça va devoir faire l'objet de discussions, de collaboration avec ces producteurs-là pour les encourager, les sensibiliser, puis les inviter à embarquer dans notre vision de grand projet collectif. Merci beaucoup, Jacinthe. Une question en lien avec le budget de M. Jocelyn Lauzon. Pour la mise en œuvre du projet, avez-vous déjà obtenu un budget qui est réservé sur plusieurs années ou devez-vous en faire la demande sous peu ou encore devez-vous le faire à la pièce? Peut-être Mathieu, complément de Jérémy ou l'inverse? Donc, au niveau du budget. Je vais la prendre, la question. En fait, merci pour les questions, je devrais dire, là, tout le monde. C'est vraiment des excellentes questions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue budgétaire, la Ville, évidemment, fait un budget à chaque année. Dans ce budget-là, il y a deux volets, un budget qui est de fonctionnement et un budget qui est relatif aux immobilisations. Donc, ce qu'il faut comprendre pour un budget de un projet de cette ampleur-là, oui, il y a une terre qui est prévue, qui se trouve dans ce qu'on appelle une fiche PDI, dans laquelle PDI, c'est sur 10 ans, donc c'est un plan décennal d'immobilisation. Puis ça donne une idée des sommes qui sont réservées. Donc, plus on avance dans le projet, plus ça se raffine évidemment parce que l'ensemble des sous-projets auxquels l'équipe faisait référence se définissent de plus en plus, puis ça permet d'arriver à des estimations qui deviennent plus fines selon les projets qui sont en cours. Pour l'instant, la fiche PDI actuelle a un peu plus de 50 millions si je vais vite comme ça, là, de mémoire. Puis évidemment, cette fiche est mise à jour à chaque année en fonction du budget qui est adopté. Bien, merci pour toutes ces précisions. Je vous invite à ne pas hésiter à utiliser l'outil Lever la main pour poser votre question en direct. Donc, je vais poursuivre avec les questions écrites. J'ai une question de Mme Danielle Messier-Trussard. Donc, elle se demande, l'endroit est-il déjà prévu pour une traverse entre les rives? Et si oui, bien, merci de la fournir. Donc, elle aimerait voir s'il y a des traverses prévues entre les rives et elle aimerait bien en voir l'exemple. Donc, peut-être Clémentine, ce serait la mieux placée pour répondre. Oui, pas de problème. Donc, en effet, on parle d'un grand chantier qui porte le nom de Grand Sentier Ininterrompu. Donc, ça vise en effet à relier les secteurs du Grand Parc de l'Ouest. Et donc, notamment, l'enjeu des rives va s'adresser dans ce projet. Actuellement, donc, il n'y a pas de travers spécifique ou de projet spécifique là, qui est en cours ou planifié là, très précisément. On est vraiment dans une vocation de créer la grande colonne vertébrale dont parlait
Mathieu dans le grand chantier. Ce qu'on souhaite pour les traverses, par contre, c'est d'étudier qu'est-ce qui va être possible dans les prochaines années, de faire des études. Donc, vraiment, c'est ce qui va être envisagé dans les prochaines étapes pour savoir comment adresser cet enjeu un peu plus spécifique. Pour l'enjeu des traverses, il y a aussi la question de la sensibilité des milieux naturels à traverser. Il y a aussi la question de la responsabilité, notamment pour les eaux, qui n'est pas toujours donc de compétences municipales. Et puis, on souhaite aussi regarder les traverses existantes, notamment à proximité, par exemple, des rapides du Cheval Blanc, comment elles peuvent être transformées. Donc, tout ça, on est vraiment dans des étapes pour l'instant encore en amont. On a une volonté d'avoir un grand sentier ininterrompu et donc de relier ces îles, mais il reste encore à définir, à creuser et à étudier, à discuter pour savoir comment concrètement cela pourra prendre forme. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite compléter sur ce sujet. Je pense que tu as bien répondu. Je pense que c'était assez complet, Clémentine. Merci pour cette réponse. J'ai une autre question en lien avec le statut du parc. Donc, Mme Micheline Clouard qui se questionne, est-ce que le site aura un statut patrimonial? Donc, peut-être que je redemanderai à Jérémy concernant le statut patrimonial du parc. C'est un peu touché comme question, du sens que il y a un croisement entre deux projets. Donc, il y a un projet d'art protégé qui est, lui, du paysage humanisé à l'île Bizarre, donc qui a un statut particulier, mais un statut patrimonial vertu des paramètres là, des lois québécoises. Il y a un statut en tant que dans l'ensemble du Grand Parc de l'Ouest, il y a des bâtiments qui sont, eux, patrimoniaux. Donc, on ne parle pas d'un statut pour le parc, mais bien d'éléments qui présentent un statut. Merci. Merci, ça précise. Je vous rappelle, je vous invite, si vous êtes plus à l'aise de poser votre question verbalement, d'utiliser l'outil lever la main. Là, c'est là pour ça. Je vais poursuivre avec une question écrite pour l'instant. Je n'ai pas de main levée. Alors, j'ai Kate Coulter donc, qui se demande, je vais le lire en anglais, puis je vais faire une petite traduction aussi en français. I am an executive member of the Association for the Protection of Angel Woods. Our members would like to be involved in the future plans for the woods and would like to keep it in its natural state as much as possible. I would like to know how the administration of the Montreal will include the association in the stewardship of the woods. Donc, Kate dit, je suis une membre exécutive de l'Association pour la protection du bois Angel. Nous pouvons confirmer que nos membres aimeraient être impliqués dans les plans futurs pour le boiser et voudraient le conserver dans son état naturel autant que possible. J'aimerais savoir comment l'administration de Montréal souhaiterait ou pourrait nous inclure dans l'intendance du boisé. Donc, c'est au niveau de l'implication. Peut-être Jacinthe, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à réfléchir. Oui, je vais prendre la question et je m'excuse à l'avance, la lumière s'est éteinte dans nos bureaux, donc c'est très noir en ce moment de mon côté. Je m'en excuse, mes collègues sont en train de courir dans le corridor pour réactiver le détecteur de mouvement. Donc, je m'excuse, ce n'est pas l'Halloween ici. En fait, c'est une très bonne question et voilà, la lumière est de retour. C'est une très bonne question. Puis en fait, on va prendre, je sais que mes collègues ils sont en train de prendre des notes là, sur tous les commentaires que vous posez, mais ça, c'est un très bon point. Puis en fait, ça s'inscrit dans notre démarche de concertation. Je pense qu'il y aurait une opportunité là, dans les prochaines étapes qu'on se rencontre, qu'on discute pour voir comment qu'on peut discuter, avoir votre point de vue. C'est sûr que si vous avez des éléments sur le contenu qu'on vous a présenté aujourd'hui, on est ouvert à ces commentaires-là. Si vous voyez des éléments là, concernant le bois Angel qui mériteraient d'être précisés à l'échelle où on est, n'hésitez pas à nous en faire part. Puis sinon, je pense que pour la suite, on aura la chance
d'entrer en contact. Voilà. Fait que peut-être juste s'assurer que vous avez laissé vos coordonnées dans le question-réponse pour qu'on puisse vous contacter. Merci. Bon point, merci beaucoup. La lumière est revenue, mais on t'entendait très bien. Si jamais ça devait revenir, au moins le son est très bon. Donc, de nouveau, je vous invite à lever la main. Sinon, je poursuis avec une question écrite, encore avec une implication, bien sûr, de M. Stephen Lee. Donc, what will be the participation of the First Nations people in the process, and where in the Grand Parc will their contribution sensibilities happen? Donc, quelle sera la participation des peuples des Premières Nations durant le processus et où se situera la... Comment pourront-ils contribuer de façon sensible à l'intérieur du projet du Grand Parc de l'Ouest? Donc, questionnement peut-être, Clémentine, qui aurait des éléments de réponse? Oui, tout à fait. Donc, pour la question des peuples autochtones, vous l'avez vu dans les axes et les orientations, on souhaite vraiment adresser cette question-là et on a mis en place pour respecter la stratégie de réconciliation menée à l'échelle de la ville de Montréal, pour respecter le premier élément qui est de discuter de gouvernement à gouvernement. Nous avons entamé des premières discussions avec les communautés autochtones Mohawk, donc pour savoir comment justement des processus de concertation et collaboratifs peuvent être mis en place dans les prochaines années. Donc ça est une démarche déjà en cours. Et deuxièmement, dans le cadre de la démarche de concertation qu'on a menée aussi cet été, on a souhaité réaliser des rencontres individuelles. Donc, on a rencontré notamment des organismes, notamment Montréal Autochtone, pour identifier avec eux justement quelles seraient les pistes de collaboration, leur présenter les éléments de vision que vous avez vus aujourd'hui, connaître leurs ressentis. Donc les discussions sont très bien passées, puis elles vont se continuer. C'est pas le seul organisme qu'on souhaite rencontrer, donc on effectue des démarches dans ce sens. Et puis aussi spécifiquement pour les peuples autochtones, on est très sensible aux questions de sursollicitation. C'est un enjeu qu'on sait particulier auquel les communautés sont confrontées. Donc, on regarde aussi d'autres options pour pas s'ajouter à cet enjeu de sursollicitation. Donc, pour l'instant, il y a plein d'options sur la table qui sont réfléchies pour l'année 2023 pour s'assurer que les questions à la fois de concertation et puis de discussion, pistes de collaboration sont choisies le mieux possible et le plus adapté possible pour les prochaines étapes. Ouais, merci beaucoup, Clémentine. Donc, adaptabilité et, en fonction des différentes possibilités. J'ai des mains levées. Donc, j'ai M. Patrice Bernays. Donc, M. Bernays, je vous invite à ouvrir votre micro et à poser votre question. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. À vous la parole. Oui, bonjour. J'aimerais savoir si, à ce stade-ci, vous avez une idée du calendrier concernant la colonne vertébrale, en fait, dont vous mentionniez pour relier les différents secteurs, particulièrement par une piste cyclable. Est-ce que vous avez déjà un objectif de calendrier d'établi ou pas encore? En lien en particulier avec la piste cyclable, M. Bernays? Particulièrement, oui. Piste cyclable l'été, puis piste de ski de fond l'hiver, on va dire. D'accord. Peut-être Mathieu? Oui, je peux répondre. Oui, effectivement, à cette étape-ci, on n'a pas un calendrier détaillé de mise en œuvre ou de réalisation du Grand Sentier là, dans l'ensemble des tronçons, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que, disons, pour le secteur central, déjà, on a fait un projet pilote l'année passée pour un bout de sentier là, entre Cap-Saint-Jacques puis L'Anse-à-l'Orme. Puis sinon, l'objectif pour nous aussi, c'est dans le secteur central d'être en mesure d'offrir un autre sentier à l'ouverture des gares du REM. Là. Donc, c'est un des jalons qu'on se fixe en termes d'échéancier. Mais sinon, sur
disons, ce détail-là d'échéancier ou de le calendrier ou de phasage des tronçons, on est à un stade aussi d'hypothèse. Vous avez vu, c'est l'ensemble du territoire, donc on n'est pas, la ville n'est pas propriétaire de l'ensemble du territoire. Là, donc, on travaille en ce moment sur les terrains qui appartiennent à la ville, mais ça va venir dans l'étape subséquente là, du plan d'action, comment on va pouvoir prioriser puis faire un phasage plus détaillé là, de l'ensemble du réseau de sentiers. Ça répond à votre question, M. Bernès? Oui, en partie, je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai une autre main levée, celle de Mme Solange Raymond. Donc, Mme Raymond, je vous invite à ouvrir votre micro et à poser votre question. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Oui. Alors, j'ai une question concernant le sentier, le grand sentier de l'Ouest. Le bout du sentier entre le Cap-Saint-Jacques et le parc de l'Anse-à-l'Orme. C'est un sentier intéressant parce qu'il y a beaucoup de biodiversité qui est là, dans la friche. Et il passe juste à côté du club d'aéromodélisme WEMAC. Et les modèles d'avions avec moteur à 2 temps sont excessivement bruyants. Et je me demandais si ce club qui louait auparavant ce terrain à Grilly, qui a cédé le territoire à la Ville de Montréal, est-ce que ce club va être invité à se relocaliser? Parce qu'en ce moment, quand on est au Cap-Saint-Jacques, on l'entend, mais quand on prend le sentier, on passe à côté littéralement. Et quand on va au parc de l'Anse-à-l'Orme aussi, près du marais 90 et du marais Lauzon, qui sont 2 formidables marais pour la biodiversité, on est juste dans le club. On est carrément presque, l'avion passe à côté de nous. Et c'est fort, c'est bruyant, c'est comme des moteurs de leaf blower, de edge cutter, des moteurs à 2 temps. Je pense qu'on dit 2 temps. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas de tondeuse, mais c'est le genre de moteur très bruyant. Alors, c'est ma question. Donc, eux sont inquiets. En tout cas, ils m'ont dit que, je suis allée les rencontrer, ils m'ont dit qu'ils avaient cherché un terrain où ils pourraient se relocaliser. Donc votre question, c'est ça, si vous souhaitez savoir s'ils seront invités à se relocaliser. Peut-être Élodie, oui. Qui est peut-être qu'Élodie aura des éléments de réponse. Sinon, peut-être Jérémy. Est-ce que Élodie est avec nous? Je m'excuse. Oui, vous m'entendez? Effectivement, je m'excuse, j'avais un enjeu de micro. Oui, tout à fait, on est bien conscient de la situation et de l'impact que ça a. Définitivement, on regarde ces aspects-là au niveau de la nuisance sonore. La cohabitation des usages est quelque chose de très important. On en a parlé tantôt. Et effectivement, rapidement, on va prendre des mesures possiblement pour avancer ce dossier-là. Parce que ce n'est pas une bonne cohabitation en lien avec les espèces d'oiseaux, comme vous l'avez mentionné. Effectivement. Merci. Merci, Mme Raymond. Merci, Élodie, pour les précisions. J'ai une question écrite. Je reviens aux questions écrites. Là, vous en avez plusieurs. On va essayer d'en passer le maximum ce soir. Question de Ryan Young. Pourquoi coupe-t-on des frênes morts dans la partie l'Anse-à-l'Orme du parc à Sainte-Anne, au fond de la forêt? Si la conservation de la biodiversité du parc est une priorité, la manière dont ces opérations sont menées crée un vecteur ou une voie permettant aux plantes envahissantes comme l'Alliare officinale d'entrer dans la forêt et de remplacer la flore indigène. Sainte-Anne de Bellevue n'a pas été consultée avant la réalisation de ces travaux sur son territoire. Donc, la coupe des frênes morts, donc c'est vraiment au niveau de l'entretien écologique. Peut-être, nous avons une biologiste, donc peut-être Stéphanie pourrait... Oui. Ouais, mais je peux amener quelques éléments de réponse par rapport aux opérations de restauration suite aux abattages de frênes.
Dans le fond, on sait que les abattages de frênes sont nécessaires. C'est les opérations qu'ont choisi la ville pour lutter contre la griffe du frêne. S'ensuit par la suite des opérations de renaturalisation du milieu qui ne sont pas nécessairement consécutives pour des raisons opérationnelles, pour des raisons de planification. Puis on va ajuster aussi la restauration, on va choisir les espèces, on va y aller en fonction vraiment du milieu qu'on souhaite restaurer. Donc, c'est vraiment des opérations au cas par cas. Donc, on ne peut pas rentrer tout de suite après les abattages. Donc, c'est vraiment un arrimage qui doit se faire entre les opérations. Et c'est souvent dans différentes équipes aussi dans notre service. Donc, ça prend un certain temps avant d'être mis en place. Mais on est vraiment conscient qu'effectivement, en luttant contre la griffe du frêne, en faisant des abattages, en rentrant avec des opérations forestières dans un milieu, c'est sûr qu'on a des impacts locaux, on va dire, là, sur le milieu. Mais l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de restaurer et de maintenir l'intégrité des habitats. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question. En tout cas, il y a plusieurs éléments de réponse. Je dirais oui. Donc, on a une autre question écrite de M. Régent Séguin. Donc, M. Séguin qui se demande, le projet est sous la responsabilité du service des grands parcs, mais j'aimerais savoir comment sont impliqués les 2 arrondissements et les 4 villes liées. Donc, la collaboration municipale. Peut-être Mathieu? Oui, oui, bien sûr. En fait, peut-être 2 éléments de réponse. Là. La présentation de ce soir a été partagée ou faite aussi aux arrondissements et aux villes liées. On est en contact régulier là, depuis la création du parc là, avec les villes et les arrondissements. C'est sûr qu'ils vont jouer un rôle aussi important quand les projets vont être mieux définis ou mieux spécifiés. La collaboration va devoir être faite avec les villes et les arrondissements sur les autorisations ou les permis ou l'arrimage aussi avec les planifications des villes et des arrondissements. Là, je donne l'exemple de Sainte-Anne-de-Bellevue qui planifie le programme particulier d'urbanisme auprès de la gare. Donc, nous, on est arrimés à cette planification-là en termes de porte d'entrée du Grand Parc de l'Ouest, du développement de réseaux de sentiers. Donc, c'est dans cette philosophie-là aussi qu'on travaille là, en collaboration avec les villes et arrondissements. Là. Okay. Donc, la présentation a déjà été partagée, puis il y a beaucoup de collaboration déjà en cours. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous invite toujours à lever la main si vous le souhaitez, mais j'ai aussi beaucoup de questions écrites. Donc, Patrice Gounet, en parlant des immobilisations, a-t-on une valeur des actifs patrimoniaux ou naturels pour mieux chiffrer les besoins du PDI en termes de conservation, de préservation ou d'augmentation? Donc, une question budgétaire. Donc, peut-être je demanderai à Jérémy Oui, je vais la prendre. D'abord, une question sur la gestion des actifs et leur valeur. Je suis enthousiasmé par ce genre de questions-là, merci. Est-ce qu'on a une valeur estimée? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un chantier à la ville sur la valeur des actifs, en quelque sorte, là, naturels. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à estimer. C'est un chantier qui se fait en collaboration avec différentes municipalités à l'échelle internationale, parce que dans les livres comptables, c'est pas. D'ailleurs, il a fait un article dans la presse récemment là-dessus, c'est pas quelque chose qui est très poussé. Donc, là-dessus, ce serait la partie de réponse. On n'a pas d'estimé de valeur spécifique pour les milieux naturels là, qui est faite de cette façon-là. Pour les actifs qu'on pourrait nommer ou dire anthropiques, c'est différents types d'actifs. Puis, c'est un chantier au sein même du service des grands parcs qui a été entamé là, au niveau de la connaissance des actifs et de leur diagnostic, si on veut, mais c'est un chantier qui en est encore assez balbutiement en toute transparence et qui était assez colossal aussi. Donc, c'est certain qu'ultimement, l'objectif est d'arriver
arrimer tout ça pour faire la plus saine gestion qui soit. C'est vraiment là-dessus qu'on tend. Ben, merci, Jérémy. Question pas si simple à répondre. Donc, j'ai Nadia Capola, Madame Capola, qui commente en lien avec le tourisme et les activités qui sont faites. J'ai vu qu'il y avait un volet relié au tourisme dans la présentation du projet Grand Parc de l'Ouest. Alors, jusqu'à quel point veut-on attirer des touristes? Dans les dernières années, on a vu la plage du Cap-Saint-Jacques devenir parfois surpeuplée pendant les vacances d'été. Ce serait vraiment dommage d'empirer la situation. Peut-être qu'Élodie pourrait parler de l'impact de la surpopulation. Oui, vous m'entendez bien? Très bien, Élodie, le son est bon. Oui, effectivement, surtout en lien avec les dernières années, on a vu un haussement de la fréquentation dans certaines infrastructures et certains espaces. Donc, c'est au même titre que la cohabitation des usages, de trouver un sain équilibre pour la conservation et de ces milieux-là, mais aussi de créer quand même un dynamisme au point de vue de l'offre de services pour les gens qui habitent sur la métropole, mais également à l'extérieur. Donc, je vous dirais qu'on a ce souci, effectivement, de développer une offre en regard avec la notion d'équilibre sur la gestion du milieu, de sa conservation et de la transition écologique. C'est des choses qui sont très importantes et qui sont prises en ligne de compte. Et puis, on essaie d'être très réactif aussi, effectivement, sur certains enjeux, comme vous avez mentionné la gestion de la plage du Cap-Saint-Jacques, donc de trouver un équilibre effectivement au point de vue de sa fort achalandage et de maintenir l'espace et la gestion de son actif. Donc, on n'a pas de... On y va au gré de nos opérations pour avoir le meilleur équilibre possible, mais aussi dans la planification à venir et dans les offres qu'on souhaite développer, d'avoir toujours ça en tête. Et on est des équipes concertées. Lorsqu'on développe une offre de service, qu'elle soit touristique ou autre, eh bien, on va travailler en concertation avec nos équipes à la gestion de la biodiversité, par exemple. Il y a une personne autour de la table ce soir, mais c'est important, effectivement. Donc, moi, je retiens la recherche de l'équilibre. Merci, merci pour la réponse. J'ai Mme Ayed qui repose une question. Donc, si la Pointe-Théoret est zone agricole permanente et que selon les 10 grands chantiers, il faut y prévoir un grand sentier, un pôle d'accueil et l'accès à l'eau, comment allez-vous conserver la vocation agricole? Donc, Jacinthe, peut-être que tu avais répondu déjà en partie. Je t'inviterais peut-être à préciser en lien avec cette question-là précise. Ben oui, c'est sûr qu'on n'a pas encore un projet d'aménagement définitif pour la Pointe-Théoret. On a quelques idées. On l'a identifié sur le plan concept, là. Mais c'est sûr que dans les prochaines étapes, l'année prochaine, on va venir préciser davantage les différents projets qu'on a en tête, dont celui de la Pointe-Théoret. Mais c'est sûr que la réglementation en vigueur, là, puis le fait que ça soit en zone agricole permanente, là, ça va devoir être accompagné là, des démarches nécessaires auprès de la Commission sur la protection du territoire agricole du Québec. Merci beaucoup, Jacinthe. J'ai Mme Cloire qui avait posé une question plus tôt qui demande est-ce qu'un programme d'intégration d'œuvres d'art, en lien avec les œuvres d'art, est-ce qu'un programme d'intégration d'œuvres d'art est prévu dans la mise en œuvre de ce projet identitaire pan-canadien? Donc, ça, je pense que c'est une question pour Clémentine. Oui, alors, il n'y a pas d'éléments de réponse que j'ai là actuellement qui me viennent tout de suite à l'esprit, puisque l'aspect d'œuvre d'art et la question du mobilier, la question des aménagements plus spécifiques et plus micro n'ont pas encore été abordés. On est vraiment à une échelle davantage de planification très,
macro sur un territoire de plus de 30 km². Donc, vous l'avez vu, les grands chantiers qu'on vous a présentés sont encore des grands gestes d'intervention à une échelle un peu plus de plus grande envergure que à ce niveau. Par contre, quand on parle en effet de rayonnement, de sensibilisation, d'image de marque, d'identité forte, potentiellement, ça pourra faire partie ensuite peut-être des projets plus spécifiques qui pourront être mis en place. Mais à cette étape, j'ai pas d'éléments de réponse plus précis. Je ne sais pas si quelqu'un de mon équipe ou qui est autour de la table peut compléter au besoin. Oui, Jacinthe? En fait, peut-être juste compléter en disant que c'est un très bon commentaire, puis on va le prendre en note. Puis je pense que c'est des éléments qui pourraient nous alimenter pour la suite de notre travail, là, quand on va, comme Clémentine a dit, une fois qu'on va rentrer davantage dans les grands chantiers, dans les projets, on garde en note là, votre commentaire, puis on verra comment qu'on peut le traiter là, dans la suite du projet. Parfait. Merci beaucoup, Jacinthe. J'ai aussi une question écrite de Dominique E. Je ne sais pas c'est quoi le nom de famille. Donc, as the portion reserved for the 440 by the MTQ on Île Bizarre been transferred to the city? If not, will it be part of the park? Donc, est-ce que la section réservée pour la 440 par le ministère du Transport du Québec sur l'île Bizarre a été transférée à la ville? Sinon, est-ce qu'elle fera partie du parc? Donc, question peut-être, nous avons Mme Thompson. Je ne sais pas si Mme Thompson, qui est chef de section conception, réalisation des projets d'ingénierie, avoir des éléments de réponse? Je crois que c'est peut-être plus l'équipe des grands parcs qui pourrait répondre à cette question. Moi, je suis plus sur le territoire de l'île de Montréal, tandis que les grands parcs, je crois que c'est Clémentine ou quelqu'un de l'équipe qui gère ce volet-là avec le MTQ. Oui, je peux peut-être prendre un élément de réponse, puis peut-être quelqu'un d'autre aussi pourra compléter. En effet, dans le cadre du règlement de délimitation du Grand Parc de l'Ouest, ce que nous permet ce règlement-là, c'est de réaliser des ententes, et aussi dans le cadre du règlement pour le paysage humanisé, plus spécifiquement, il y a une entente qui est existante puis qui est à renouveler. Donc, en effet, c'est vraiment prévu. Le projet du paysage humanisé prévoit, il y a des négociations qui sont en cours. Donc, il n'y a pas, par contre, je pense que la question était plus spécifique, à savoir si est-ce que le MTQ allait transférer ou donner, voilà, c'est ça. Donc là, on parle davantage d'entente. Donc en général, le MTQ fonctionne davantage avec un système de bail. Donc on ne parle pas de transfert de terrain, mais plutôt donc d'une entente où le MTQ resterait propriétaire, mais qu'il y aurait une entente qui pourrait permettre l'aménagement, par exemple, d'un sentier dans le cadre d'un grand sentier ininterrompu, mais aussi une entente qui permette de mettre en œuvre les actions qui sont prévues dans le plan de conservation du paysage humanisé, donc des actions de gestion écologique notamment. Okay. Donc, merci pour cette combinaison de réponses. Je sais que le temps file, je sais que vous êtes nombreux à poser des questions. Je vais devoir aller avec la dernière question écrite de la soirée parce que je n'ai pas d'autres mains levées. Donc, j'ai une question de Mathieu Lemay. Donc, au niveau des critères de planification, donc quels critères ont été déterminants dans la sélection des espaces qui sont pressentis pour la restauration? Est-ce opportuniste ou basé sur la valeur écologique? Donc, peut-être Mathieu ou Jacinthe? Je peux faire un élément de réponse, mais peut-être que Stéphanie, tu pourras compléter aussi, peut-être de façon générale.
On est accompagné de l'équipe de biodiversité là, qui fait des caractérisations de tous les milieux naturels, autant de la faune, de la flore, milieu hydrique, tout ça, pour amener cette connaissance-là puis qualifier le niveau d'intérêt ou de valeur écologique là, aux différents secteurs du parc. Donc, ça, c'est considéré dans la planification. Puis, il y a aussi par la suite des plans de conservation puis de gestion écologique là, qui viennent préciser ou baliser finalement le cadre d'intervention des aménagements ou de la planification. Là. Donc, on s'appuie sur les données qui sont faites dans les caractérisations de l'équipe de biodiversité. Là. Mais je résume grossièrement. Peut-être, Stéphanie, tu veux apporter plus de détails. Ben, c'est très bien dit, Mathieu. Je vois que tu as bien retenu l'information. Donc oui, on fait des diagnostics au niveau écologique dans les territoires des grands parcs. Puis on vient qualifier en fait les milieux naturels, voir un petit peu la tendance, puis la sensibilité écologique de ces milieux. Puis ensuite, les questions de restauration. En fait, quand on parle plus d'opérations de restauration, je pense que la question était plus dans ce sens-là. C'est surtout suite aux abattages, aux opérations de gestion pour la grille du frêne. On en est là. On est en train de regarder au niveau des milieux humides aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais donc, oui, en fait, la question de la restauration, c'est de la gestion écologique et ça fait partie de la mission de notre service et de la ville. Donc, on est vraiment conscient là, qu'il faut prendre soin de ces milieux et de tous ces habitats. Je ne sais pas si ça répond à la question, c'est assez général. Hein? Oui. Ben, en fait, si jamais il y a des besoins de précision, M. Lemay, ben, vous savez que vous pouvez contacter et peut-être reposer votre question si elle nécessite des précisions. Je vais quand même me permettre de poser une vraie dernière question. Hein. J'avais dit que c'était la dernière parce que je trouve qu'elle va bien clore la soirée et elle démontre justement l'intérêt que vous avez tous et toutes pour ce grand projet. Donc, c'est M. Patrice Gounet qui se demande, donc qui commente. La participation des parties prenantes est centrale dans la démarche inclusive. Avez-vous mis en place un outil qui permet de simplifier cette participation de manière à maintenir la valorisation de l'intelligence collective? Donc, Jacinthe, je pense que tu pourrais bien répondre à M. Gounet. Oui, je vais faire de mon mieux pour répondre. C'est vraiment une bonne question. Puis je pense que vous avez de l'avance sur nous, dans le sens qu'on a réfléchi à notre démarche de concertation. Pour nous, c'est un premier pas cette année. On cherche à mettre en place un canal de communication avec l'ensemble de nos parties prenantes, créer un lien de confiance. Donc, on est allé de manière très graduelle. On est en train tranquillement de se questionner pour la suite de cette démarche de concertation-là, parce qu'on souhaite que cette démarche reste vivante et suive l'évolution du projet. Dans le fond, c'était une première phase cette année, mais l'idée, c'est qu'il y en ait plusieurs phases subséquentes, mais on n'a pas encore défini les prochaines phases. Mais je prends bonne note de votre commentaire que ça nous prendrait un outil ou des mécanismes collaboratifs. On a quelqu'un dans notre équipe qui réfléchit en ce moment aux différentes options ou des différents scénarios, qui fait des analyses sur des cas similaires pour nous alimenter. Donc, c'est sûr que ça va faire l'objet de discussions là, entre nous, votre commentaire. Si vous avez des suggestions d'outils un petit peu plus précis, gênez-vous pas, on serait ouvert à en prendre connaissance pour voir si on pourrait pas l'adapter pour notre projet. Mais sinon, ouais, très bonne question. Puis je pense que ça démontre un intérêt envers le projet. Puis je pense que ça démontre aussi la plus-value de cette démarche de concertation-là et qu'il y a de bonnes chances que il y ait des suites là, à cette démarche. Ben, merci beaucoup, Jacinthe. Je trouve que ça vient bien terminer cette séance d'information. Je sais qu'il y a la main levée de M. Vanier, mais je sais aussi que vous en avez mis une par écrit, donc sachez qu'elles seront répondues dans un document que vous recevrez ultérieurement. Donc, mesdames et messieurs,
C'est ainsi que se termine notre séance d'information. Donc, au nom de toute l'équipe qui travaille sur le projet du Grand Parc de l'Ouest, moi, je vous remercie et je vous remercie personnellement pour votre participation, pour la pertinence de vos commentaires, de vos idées, de vos suggestions. Sachez que les informations que vous allez partager ce soir seront colligées et bien sûr analysées. La présentation est également enregistrée. Elle sera disponible dans les prochains jours sur le site montréal.ca et sur la page YouTube de la Ville. Donc, 2 adresses à retenir ainsi que Réalisons Montréal. Et sous peu, vous recevrez également un courrier, par courriel un très court questionnaire. Ça vous prendra environ 1 minute à compléter sur votre appréciation de la soirée de ce soir. Et toujours dans un objectif d'amélioration continue, l'équipe prend le temps de lire tous les commentaires. Vous recevrez également, comme je l'ai mentionné, par courriel, un document qui va rassembler les questions-réponses auxquelles nous aurons pris le soin d'ajouter celles qui n'auraient pas été répondues ce soir parce qu'il y en avait encore quelques-unes écrites. Si vous n'avez pu poser votre question ou si encore vous avez d'autres commentaires à faire, d'autres propositions, je vous invite à la faire parvenir par courriel à grandparcouest@montréal.ca. Donc, avec toutes ces informations, avec toute cette belle participation ce soir, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée à tous et à toutes et un grand merci.